Tu crois que tu peux débarquer n'importe où et faire ce que tu veux. L'agent Brox s'avança, la main posée sur son arme. Agent, nous agissons conformément à la loi fédérale. Dit calmement Daniel. Nous avons compétence ici. Brox ricana. La loi fédérale, hein. Sans prévenir, il sortit son arme et la pointa directement sur l'agent du FBI. Au sol. Maintenant. Daniel Carter leva lentement les mains, la tension était forte dans l'air tandis que les caméras des téléphones filmaient depuis les fenêtres voisines, capturant chaque seconde. Agent Brox. Vous pointez une arme sur un agent fédéral. La seule erreur, rétorqua Brox, c'était de penser que tu pouvais entrer dans ma ville comme si elle t'appartenait. Ce que Brox ne réalisait pas, c'est que les renforts qu'il venait d'appeler par radio, ceux dont il pensait qu'il le soutiendrait sans poser de questions, avaient grandi dans le même quartier que l'homme qu'il menaçait. Avant d'approfondir l'histoire, prenez un moment pour laisser un commentaire et nous indiquer d'où vous regardez. Voici comment un simple instant où le pouvoir rencontre la justice peut tout changer. Bonne lecture. Daniel Carter a ajusté son badge du FBI en sortant du SUV noir. Devant lui se dressaient les restes calcinés de l'église, murs noircis, fenêtres brisées. Il avait vu cela trop souvent au cours de ses 25 années au sein du bureau. Nettoyer la zone et sécuriser le périmètre, a-t-il ordonné aux 3 agents qui l'encadraient. À partir de maintenant, il s'agit d'une scène de crime fédéral. À 52 ans. Daniel avait enquêté sur des dizaines de crimes haineux dans le sud des États-Unis. Chacun d'eux avait profondément blessé. Mais il ne l'avait jamais laissé paraître. Son devoir était de découvrir la vérité et de veiller à ce que justice soit rendue. Que faites-vous ici? Daniel se retourna et vit un jeune policier s'approcher à grands pas. Son uniforme était impeccable et son visage était rouge de colère. Je suis l'agent Carter, du FBI, répondit calmement Daniel en lui tendant son badge. Nous sommes ici sous l'autorité fédérale pour enquêter sur l'incendie criminel de l'église, qualifié de crime haineux. Officier Kevin Brox, aboya l'homme. Jetant à peine un coup d'œil à son badge. Personne ne nous a prévenu de l'arrivée des fédéraux. C'est notre juridiction. Daniel resta sur ses positions, la voix ferme. Monsieur. Les attaques contre les institutions religieuses relèvent des lois fédérales sur les crimes haineux. Votre service a été informé par les voies appropriées. Brox s'approcha. Sa main dérivant à nouveau vers son arme. Je me fiche de ce que disent vos papiers. Vous ne pouvez pas simplement débarquer dans notre ville et prendre le contrôle. Officier. Nous ne sommes pas ici pour prendre le contrôle de quoi que ce soit. Nous sommes ici pour faire respecter la loi fédérale. Brox laissa échapper un rire amer. Tu penses vraiment que tu peux venir ici et faire comme si tu étais le propriétaire des lieux? Les autres agents du FBI ont interrompu leur travail. Quelque chose n'allait pas. Daniel leva subtilement la main, leur faisant signe de rester calme. Reculez, officier Brox, dit-il d'un ton ferme. Ceci est sous notre juridiction. Ouais, c'est vrai. Brox a sorti son arme et l'a pointée directement sur Daniel. Couchez-vous. Maintenant. Le cœur de Daniel battait fort, mais l'entraînement commençait à faire effet. Il s'agenouilla lentement. Les mains levées haut. Agent, vous faites une grave erreur, dit-il. La seule erreur a été de penser que tu pouvais venir dans ma ville, grogna Brox. Il a forcé Daniel à se mettre à genoux. Son arme toujours pointée sur lui. Pour le reste d'entre vous, reculez, ou votre patron l'aura. De l'autre côté de la rue. Les caméras des téléphones portables enregistraient tout ce qui se passait depuis les fenêtres de l'église et les maisons environnantes. La communauté regardait. La nation allait bientôt regarder aussi. Agent Brox, dit calmement Daniel, vous pointez une arme sur un agent fédéral. Pensez à ce que vous faites. Mais Brox ne réfléchissait pas. Il réagissait depuis un endroit plus profond, plus sombre que le moment lui-même. Un lieu né d'années de ressentiment enfoui. Ce qu'il ne savait pas, c'est ceci. Daniel Carter n'était pas n'importe quel agent fédéral. Et l'homme que Brox avait appelé en renfort avait un passé avec Daniel, un passé qui était sur le point de tout réécrire. Le passé. Depuis longtemps enfoui, était sur le point d'entrer en collision avec le présent d'une manière qu'aucun des 2 hommes n'aurait pu prévoir. Daniel Carter avait appris à rester calme dans les moments de danger. Ayant grandi dans les quartiers les plus pauvres d'Atlanta,
Il savait que perdre le contrôle ne faisait qu'empirer les choses. Sa femme, Sarah, disait qu'il pouvait affronter n'importe quoi. Elle était décédée 5 ans auparavant dans un accident de voiture, le laissant seul pour élever leur fille, Zoé. Aujourd'hui âgée de 19 ans, Zoé était en première année au Spelman College, où elle étudiait pour devenir avocate, comme son père l'avait rêvé. « Reste à terre et ne bouge pas », aboya Brooks. Toujours en pointant son arme. Daniel pensait à Zoé. À ce moment-là, elle était probablement en classe, prenant des notes, posant des questions avec cette étincelle dans les yeux. Il ne pouvait pas laisser la situation s'aggraver. L'officier Kevin Brooks venait d'un monde différent. Son père et son grand-père avaient tous deux porté l'insigne. Il lui avait appris que le respect se gagnait par la peur, et non par la confiance. En seulement 2 ans de service, Brooks a accumulé 5 plaintes pour usage excessif de la force. Chacun a été renvoyé. « J'ai appelé des renforts », dit Brooks en souriant. « Les vrais flics arrivent. » Daniel connaissait le protocole. Toute confrontation impliquant des agents fédéraux devait être immédiatement signalée au chef de la police. La procédure standard exigeait la présence du chef sur les lieux. Ce que Brooks ne savait pas, c'est que le chef Michael Washington avait grandi dans les mêmes rues que Daniel. Ils étaient amis d'enfance. Et ils s'étaient promis, il y a longtemps, qu'ils changeraient le monde ensemble. Atlanta avait changé. Nouveaux bâtiments. Nouvelles entreprises. Nouvel argent. Mais sous cet éclat, de vieux fantômes hantaient encore le système. Certains officiers pensaient encore qu'ils pouvaient traiter les gens différemment en raison de la couleur de leur peau. Une voix grésilla à la radio. Le chef Washington en route. « Bien. » murmura Brooks. « Il va régler ça. » Daniel sourit presque. « Oui. » Michael Washington réglerait ce problème. Mais pas de la manière dont Brooks l'avait prévu. La congrégation a continué à filmer. Ce n'était plus seulement un incident. Cela était sur le point de faire les gros titres. Daniel espérait juste que son ami gérerait la situation correctement. L'arrivée du chef de la police transformerait le protocole de routine en quelque chose de beaucoup plus personnel. Michael Washington était en train d'examiner les rapports budgétaires lorsque l'appel est arrivé. « Chef, nous avons un code 7 à l'église incendiée sur MLK Drive. » L'agent Brooks a pointé une arme sur des agents fédéraux. Michael s'est figé. Un code 7 signifiait un conflit impliquant les forces de l'ordre fédéral. Le genre de chose qui détruit des carrières et fait la une des journaux nationaux. « J'arrive », dit-il sèchement. « Envoyez le sergent Martinez et le lieutenant Davis. Personne ne s'approche jusqu'à ce que je sois là. » 8 ans à ce poste, et Michael savait. Pointer une arme sur un agent du FBI n'était pas seulement dangereux. C'était criminel. Mais il savait aussi quelque chose que Brooks ignorait. Qui était exactement cet agent? Le trajet jusqu'à l'église a duré 13 minutes. Assez de temps pour que Michael appelle la mairie. Et le directeur régional du FBI. À son arrivée, tout était exactement comme il le craignait. Brooks avait un agent fédéral à genoux. Les autres agents restaient immobiles, les mains levées, les caméras de leur téléphone portable braquées sur eux dans toutes les directions. « Officier Brooks. » aboya Michael en sortant de sa voiture de patrouille, « Baissez votre arme immédiatement. » « Chef, ces fédéraux sont arrivés sans prévenir. »« Je sécurise la zone, » répondit Brooks. « Tu es en train de créer un incident, » rétorqua Michael. « Lâchez votre arme et reculez. » Brooks hésita. Il n'avait jamais vu son chef aussi en colère. Lentement, à contre-cœur, il baissa l'arme. Mais ne l'arrangea pas. « Donne-moi ton rapport », ordonna Michael. Il s'est dirigé vers l'agent agenouillé. Au moment où l'homme se retourna et que leurs regards se croisèrent, Michael perdit son souffle. C'était Daniel. Son ami. Son frère d'armes. « Agent Carter, êtes-vous blessé ?» demanda Michael d'une voix égale mais tendue. « Je vais bien, chef Washington. » répondit Daniel. « Merci d'être venu si vite. » Brooks regardait, confus. Le chef connaissait cet homme? Personnellement? Ce n'est pas possible. Michael Washington était un bon flic. Il n'avait pas de relation avec les fédéraux. « Officier Brooks, » dit Michael en se retournant brusquement, « vous êtes suspendu dans l'attente de l'enquête. Remettez votre arme et votre badge. »
Chef, je faisais juste mon travail. Ils sont arrivés sans prévenir. Vous avez pointé une arme à feu sur un agent fédéral. Ce n'est pas du maintien de l'ordre. C'est un crime fédéral. Brooks a finalement réalisé qu'il était en difficulté, mais il n'avait aucune idée de la gravité de la situation. Le lien entre Daniel et Michael, forgé dans l'enfance, a commencé à refaire surface. Révélant comment deux garçons issus de quartiers défavorisés avaient choisi des chemins différents pour atteindre le même objectif. En 1980, dans la cité HLM Techwood d'Atlanta, Daniel Carter, 10 ans, raccompagnait chaque jour Michael Washington, 8 ans, de l'école. Les cités étaient dangereuses pour les jeunes enfants, et Daniel avait promis à la mère de Michael de veiller sur lui. « Pourquoi veux-tu devenir policier ?» demanda Daniel un après-midi, en montant les escaliers menant à l'appartement de Michael. « Pour protéger les gens, comme tu me protèges. » répondit Michael sans hésitation. Daniel sourit. « Je veux devenir avocat, pour pouvoir utiliser le droit au service des autres. » Leur mère, Rosa Carter et Betty Washington, travaillaient toutes deux en double journée comme infirmières à l'hôpital Grady pour payer leur loyer et nourrir leurs enfants. Les deux femmes étaient amies depuis le lycée et se soutenaient mutuellement tout au long de l'éducation de leur fils. « Il faut travailler dur », disait Rosa. « L'éducation est la seule issue. » Daniel était le plus intelligent. Il aidait Michael à faire ses devoirs. Michael était le plus coriace. Il tenait tête au harceleur quand Daniel n'arrivait pas à se sortir des ennuis. Une nuit, assis sur les marches devant la maison de Michael, les deux garçons se firent une promesse. « Quand nous serons grands, je changerai la police de l'intérieur », a déclaré Michael. « Et je veillerai à ce que la loi protège tout le monde de manière égale », a répondu Daniel. Ils se sont serrés la main comme des hommes, même s'ils étaient encore des enfants. Daniel a obtenu une bourse pour l'université Howard à 18 ans. Michael a rejoint l'académie de police à 22 ans. Ils s'écrivirent pendant quelques années, mais se perdirent de vue lorsque leurs carrières prirent des directions différentes. Daniel devint agent fédéral, enquêtant sur des crimes commis dans plusieurs États. Michael gravit les échelons, passant de patrouilleur à inspecteur, puis chef de police. Chaque homme avait tenu sa promesse d'enfance, à sa manière. Debout devant une église incendiée, Daniel et Michael se regardèrent pour la première fois depuis 20 ans. Tous deux avaient vieilli, les cheveux grisonnants et le poids de leurs responsabilités se lisaient dans leurs yeux. « Je suis content de te voir, Danny », dit doucement Michael. « Toi aussi, Mickey. » Brooks les observait, toujours perplexe. Comment son chef connaissait-il cet agent fédéral? Et pourquoi venait-il d'être suspendu pour avoir fait ce qu'il pensait être son travail? « Nous devons parler en privé », dit Michael à Daniel. « Quand nous aurons fini ici », répondit Daniel. Aucun des deux hommes n'a évoqué leur passé commun devant les autres policiers. Mais ils savaient tous deux que cette affaire allait devenir très personnelle. Le devoir professionnel s'est heurté à l'histoire personnelle lorsque l'enquête a officiellement commencé. Michael Washington avait géré de nombreuses situations difficiles en tant que chef de police. Mais celle-ci était différente. Suspendre un agent n'était jamais facile. Suspendre un agent qui venait de menacer son ami d'enfance? C'était une affaire personnelle. « Agent Brooks, je veux votre arme et votre badge », dit Michael fermement. Brooks avait l'air choqué. « Chef, je protégeais notre territoire. Ces agents fédéraux n'ont pas respecté le protocole. Vous avez pointé une arme chargée sur un agent fédéral. Cela constitue une violation du règlement du département et de la loi fédérale. Mais chef, vous dites toujours qu'il faut tenir bon. Ne laissez pas les étrangers nous marcher dessus. » Michael sentit sa patience s'épuiser. « Je vous ai dit de défendre ce qui est juste. Menacer des agents fédéraux, c'est mal. » Brooks retira lentement son arme de service et l'attendit. Son badge suivit, le métal pesant dans la paume de Michael. « Il s'agit d'une suspension administrative, en attente d'un examen interne », a expliqué Michael. « Vous continuerez à percevoir votre salaire complet pendant la durée de l'enquête. Combien de temps cela prendra-t-il? Aussi longtemps que nécessaire. Vous serez contacté dans les 48 heures avec les détails de la procédure. » Brooks jeta un coup d'œil aux autres policiers qui étaient arrivés. Aucun ne le regarda dans les yeux. Il comprit alors. Il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas franchir. « Puis-je parler à mon représentant syndical ? » « C'est ton droit. »
Mais Brox, comprends-moi bien. Ce n'est pas une question de politique ou de paperasse. Tu as menacé un agent fédéral avec une arme mortelle. C'est grave. Michael regarda Brox se diriger vers sa voiture de patrouille. Visiblement incapable de mesurer pleinement la gravité de son geste. Il pensait que c'était une question de territoire, de respect entre les services. Daniel s'est approché une fois que Brox était parti. Merci d'avoir géré cela de manière professionnelle. Ce n'est pas fini, prévint Michael. Il va se battre. Sa famille a des relations au sein du département. Je sais. Mais tu as bien fait. Les camions de télévision étaient déjà arrivés de l'autre côté de la rue. Quelqu'un avait appelé les médias, probablement l'un des fidèles qui avait filmé la confrontation. Il faut qu'on se parle en privé, répéta Michael. Il y a des choses que tu dois savoir sur cette affaire. Retrouve-moi à mon hôtel ce soir, répondit Daniel. Je serai là. Les deux hommes comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un policier trop zélé. L'incendie de l'église s'inscrivait dans un contexte plus vaste. Et la réaction de Brox suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le disait. À mesure que l'enquête progressait, des preuves troublantes apparurent. L'incendie de l'église n'était pas un événement isolé. Ce soir-là, à 19h, Michael frappa à la porte de la chambre d'hôtel de Daniel. Ils n'étaient plus tous les deux en uniforme. Mais la tension planait toujours entre eux. Entre, Mickey, dit Daniel, utilisant le surnom d'enfance avec un léger sourire. Michael s'assit à la petite table et alla droit au but. Danny. Cet incendie d'église n'était pas le premier. Il y a eu 5 attaques contre des institutions noires ces 6 derniers mois. Daniel a ouvert son ordinateur portable et a ouvert les dossiers du FBI. On le sait. Un centre communautaire. 2 commerces tenus par des Noirs. Un salon de coiffure. Et maintenant cette église. Tout cela dans le même quartier. Ce que vous ignorez, dit Michael prudemment, c'est la façon dont la police réagit. À chaque fois, les mêmes agents ont traité les affaires. À chaque fois, des preuves ont été perdues ou contaminées. À chaque fois, les affaires ont été classées rapidement. Laisse-moi deviner, dit Daniel. Brox était l'un d'eux. Michael hocha la tête. Lui et 5 autres. Ils travaillaient toujours ensemble. Daniel se renversa dans son fauteuil. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la coordination. Ce n'est pas tout, a ajouté Michael. Après chaque incident, la valeur des propriétés a chuté. Les promoteurs immobiliers ont alors fait des offres pour les bâtiments endommagés. Les mêmes développeurs ? Demanda Daniel. 3 entreprises. Toutes liées au même groupe d'investissement. Daniel a commencé à taper des notes. Mickey, tu décris un complot. Incendie criminel. Intimidation. Fraude immobilière. Je m'en doutais, mais je ne pouvais pas le prouver. Et je ne pouvais pas faire confiance à mes propres hommes. C'est pourquoi j'avais besoin du FBI. Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir plus tôt ? Michael avait l'air mal à l'aise. Parce que je ne savais pas qui d'autre dans mon service pouvait être impliqué. Je devais être prudent. Daniel comprenait. Les affaires de corruption policière étaient dangereuses pour toutes les personnes impliquées. Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à tendre la main ? Quand Brox a pointé une arme sur toi aujourd'hui, j'ai compris qu'ils étaient désespérés. Ils ne prendraient pas ce genre de risque, sauf si tu t'approchais trop près de quelque chose. Et c'est le cas, a déclaré Daniel. Nos analystes ont déjà découvert des liens financiers entre les ventes immobilières et les contrats municipaux. Michael a sorti un dossier. Voici les rapports d'incidents rédigés par Brox et son équipe. Comparez-les à la réalité. Daniel les a examinés. Chacun d'eux minimisait les dégâts. Évoquait des accidents ou des farces inoffensives. Aucun n'évoquait la possibilité d'un crime haineux. C'est une falsification de preuves, a déclaré Daniel. Je sais. C'est pourquoi j'avais besoin d'une juridiction fédérale. Je ne pouvais pas enquêter seul sur mes hommes. Eh bien, vous l'avez maintenant. Les 2 hommes savaient qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait ébranler tout le département. L'enquête s'est élargie à mesure que de nouvelles preuves ont révélé la véritable ampleur du complot. Le lendemain matin, Daniel a appelé son supérieur à Washington. J'ai besoin d'une équipe complète.
C'est plus grave qu'un crime haineux. Quelle taille, a demandé la directrice adjointe Karen Mills. Corruption policière. Conspiration. Fraude immobilière. Nous sommes confrontés à des violations des droits civiques au niveau fédéral et à du racket. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. En quelques heures. 3 analystes du FBI sont arrivés du bureau d'Atlanta. Daniel a également fait appel à des experts en criminalité financière et en droit des droits civiques. Michael leur a aménagé des espaces de travail au siège de la police. Risqué, mais nécessaire pour prouver la transparence et la coopération. J'ai besoin d'accéder à tous les dossiers de l'année écoulée, a déclaré Daniel. Tu l'auras, lui assura Michael. J'affecte également l'inspectrice Maria Santos à ton équipe. Elle est clean et elle a déjà signalé plusieurs de ses affaires. L'inspectrice Santos était une vétérane de 15 ans au dossier impeccable. Elle avait remarqué des tendances inquiétantes. Mais ne pouvait enquêter plus avant sans une autorité supérieure. Désormais, grâce au soutien du gouvernement fédéral, la vérité était enfin à portée de main. Des ventes immobilières avaient eu lieu quelques semaines seulement après chaque incident, expliqua Santos à l'équipe fédérale. La même agence immobilière avait géré toutes les transactions. L'analyste financier de Daniel, l'agent Thompson, avait suivi la piste de l'argent. 3 sociétés écrans, toutes liées à un même groupe holding. Ces mêmes investisseurs avaient obtenu des contrats municipaux pour les nouveaux projets de développement. Pendant ce temps, Daniel interrogeait le révérend Grace Williams, le pasteur de l'église qui avait été incendié. Il a essayé d'acheter notre propriété il y a 6 mois, a-t-elle expliqué. Suite à notre refus, des choses étranges ont commencé à se produire. Vitres brisées, graffitis, menaces téléphoniques. Avez-vous signalé quelque chose de tout cela à la police? Oui, mais rien ne s'est passé. L'agent Brooks est passé 2 fois. Il a dit que c'était probablement juste des enfants. Daniel a pris des notes détaillées. Brooks avait délibérément minimisé les menaces pour éviter de déclencher une enquête. L'équipe s'est également entretenue avec Marcus Thompson, un journaliste local qui enquêtait sur les écarts dans les délais de réponse de la police. Les quartiers noirs bénéficient généralement d'une intervention d'urgence plus lente, a expliqué Thompson. Mais ces incidents particuliers ont bénéficié d'une attention immédiate. De la part du même groupe de policiers. Comme s'ils attendaient les appels, a observé l'agent Santos. Exactement. Ils savaient où et quand être, car ils savaient ce qui allait se passer. À la tombée de la nuit, l'équipe fédérale disposait de suffisamment de preuves pour demander la constitution d'un grand jury. Mais Daniel voulait prendre les conspirateurs sur le fait. Nous avons besoin de surveillance, a-t-il dit à Michael. S'il prépare un nouvel incident, nous devons l'empêcher. Je peux apporter mon soutien, a déclaré Michael. Mais seulement aux agents en qui j'ai entièrement confiance. Combien cela fait-il? Michael hésita. Peut-être 12 sur 3 cents. Daniel réalisa que la corruption était plus profonde que quiconque ne l'avait soupçonné. Les conspirateurs savaient qu'ils faisaient l'objet d'une enquête. Ce qui rendait la situation dangereuse pour toutes les personnes impliquées. L'intimidation a commencé dès le lendemain. Michael a remarqué une voiture banalisée garée de l'autre côté de la rue en partant au travail. La même voiture était là à son retour. Lorsqu'il est sorti pour l'observer de plus près. Elle a démarré à toute vitesse. Daniel a subi le même type de harcèlement. Il recevait des appels téléphoniques étranges à son hôtel à toute heure. Des voitures le suivaient entre le bureau du FBI et son domicile. Quelqu'un a même appelé le Spelman College pour demander des nouvelles de sa fille Zoé. Ils essaient de nous faire peur. A déclaré Daniel à Michael lors de leur briefing matinal. Cela fonctionne sur certains points, répondit Michael. 3 agents ont demandé leur mutation hier. Ils ne veulent pas être associés à cette enquête. Cet après-midi-là, le révérend Williams a appelé Daniel. Il multiplie les menaces, a-t-elle déclaré. Quelqu'un a jeté une brique dans la fenêtre de ma cuisine hier soir. Il y avait un mot attaché. Qu'est-ce que ça disait? Arrêtez de coopérer, sinon le prochain incendie éclatera chez vous. Daniel a immédiatement organisé la protection fédérale du révérend et de sa famille. Il a également renforcé la sécurité autour de l'équipe d'enquête. Ce soir-là, alors que Daniel travaillait tard au bureau local du FBI, les alarmes de sécurité du bâtiment se sont déclenchées.
Des détecteurs de mouvement avaient détecté du mouvement sur le parking. Les agents de sécurité fédéraux ont trouvé 2 hommes vêtus de noir près du SUV de Daniel. Tous 2 étaient armés et semblaient porter des engins explosifs. FBI. Lâchez vos armes. Crièrent les agents. Un suspect a pris la fuite. L'autre a brandi son arme et a été abattu par les agents. Il a survécu, mais a été grièvement blessé. Daniel est arrivé juste au moment où les ambulanciers chargeaient l'homme blessé dans une ambulance. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il n'arrêtait pas de demander un avocat. A déclaré un agent. Et il répétait sans cesse, ce n'était pas censé arriver. L'homme qui avait pris la fuite avait laissé tomber son téléphone portable en courant. Les techniciens du FBI ont récupéré l'historique des appels en quelques heures. Tous les appels étaient destinés au même numéro, a rapporté l'agent Thompson. Il est enregistré auprès d'une société de sécurité appartenant aux mêmes investisseurs que ceux que nous suivons. Michael a examiné le rapport d'arrestation. Il s'agit d'une tentative de meurtre sur un agent fédéral. Ils ont franchi une ligne qu'ils ne peuvent plus franchir. Bien, répondit gravement Daniel. Maintenant, nous pouvons les inculper de terrorisme fédéral. Le suspect blessé a été identifié comme étant Tommy Richard, un ancien policier licencié 3 ans plus tôt pour usage excessif de la force. Son partenaire était toujours en fuite, mais ses empreintes digitales étaient partout sur le téléphone abandonné. Ils sont désespérés, observa Michael. Et les gens désespérés font des erreurs. Espérons qu'ils en commettent suffisamment pour les envoyer tous en prison. Mais Daniel était inquiet. Les personnes désespérées étaient aussi imprévisibles, et plus dangereuses que jamais. La conspiration s'effondrait et les personnes impliquées devenaient imprudentes. Brox et ses alliés lancèrent leur propre contre-campagne. Mais leurs efforts se révélèrent rapidement contre-productifs, à mesure que de nouvelles preuves apparurent. Brox a engagé le meilleur avocat que son syndicat de police pouvait se permettre. Robert Kane s'est spécialisé dans la défense des officiers accusés de mauvaise conduite. Nous allons invoquer la persécution politique, a déclaré Kane à Brox. Le FBI cible les policiers honnêtes pour apaiser les militants associatifs. Kane a organisé une conférence de presse devant le palais de justice. Brox est apparu en uniforme complet, flanqué de 3 autres officiers suspendus. Je protégeais ma ville des abus fédéraux, a déclaré Brox aux caméras. L'agent Carter et son équipe ont violé le protocole. L'affaire a attiré l'attention des talk-shows d'extrême droite. Certains sympathisants se sont rassemblés devant le siège de la police avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Soutenez nos policiers » et « Stop à la tyrannie fédérale ». Mais la campagne de relations publiques s'est rapidement effondrée. Trop de preuves avaient déjà été rendues publiques. Les chaînes d'information locales ont diffusé des images filmées par un téléphone portable montrant Brox menaçant Daniel. La vidéo montre clairement Brox sortant son arme en premier et forçant un agent fédéral à s'agenouiller. Il ne s'agit pas de politique, a déclaré Patricia Davis, mère de famille. Lors d'une interview. Il s'agit d'un policier qui pointe une arme sur un agent fédéral, sans raison légale. Le représentant du syndicat de police a essayé une tactique différente. L'agent Brox a répondu à ce qu'il pensait être une opération fédérale non autorisée. Alors pourquoi n'a-t-il pas appelé son supérieur? A demandé le journaliste Marcus Thompson lors de la conférence de presse. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les références du FBI? Kane n'avait pas de réponse efficace. Pendant ce temps, la réputation de Daniel jouait en sa faveur. 25 ans au FBI. Des dizaines de poursuites judiciaires réussies. Félicitations de 3 directeurs différents du FBI. Parmi les témoins de moralité figuraient des juges fédéraux, des chefs de police d'autres villes et des leaders des droits civiques. L'agent Carter est l'un des agents fédéraux les plus respectés du Sud-Est, a déclaré le juge fédéral à la retraite William Harrison. Toute affirmation selon laquelle il aurait agi de manière inappropriée est absurde. La deuxième stratégie de la défense a été d'attaquer l'enquête elle-même. Ils ont soutenu que Michael Washington était partial en raison de son lien personnel avec Daniel. Le chef Washington et l'agent Carter ont grandi ensemble, a insisté Kane. Cette enquête est compromise par leur amitié personnelle. Mais cet argument a également échoué. Les réformes de Washington en tant que chef de la police ont été bien documentées. Le taux de criminalité avait baissé. Les relations communautaires s'étaient améliorées. La formation des policiers avait été renforcée.
L'intégrité du chef Washington est incontestable, a déclaré le président du conseil municipal, James Wilson. Il a travaillé plus dur que quiconque pour rétablir les relations entre la police et la communauté. À la fin de la semaine, le soutien de Brooks s'était effondré. Même les agents qui soutenaient Brooks ont commencé à prendre leur distance face à l'apparition de nouvelles preuves. Brooks a avoué à Caen: le syndicat ne financera plus ma défense très longtemps. Vous devriez envisager une négociation de peine. L'agent Thompson, analyste financier du FBI, a remonté la piste de l'argent immobilier. Découvrant plus de 12 millions de dollars de profits provenant de stratagèmes liés à des contrats d'aménagement urbain. L'ancien chef de police est aperçu 400 000 $ sous forme de faux honoraires de conseil, alors qu'il avait pris sa retraite 6 mois avant l'arrivée de Michael. L'inspecteur Santos a établi un lien entre les gardes de nuit de Haye et chaque incendie criminel. Et avait personnellement désigné Brooks et d'autres agents pour intervenir. Brooks n'était qu'un pion, obéissant aux ordres de Haye et d'investisseurs immobiliers. 6 autres agents ont également reçu des pots de vin via la même société écran. Michael examina les documents avec dégoût. Ces policiers vendaient leurs badges pour faire des profits. Les promoteurs usaient de leur influence pour garantir une présence policière minimale autour des immeubles de valeur qu'ils convoitaient. Après les incendies, l'intimidation maintint les prix bas jusqu'à ce que les investisseurs puissent les acquérir. Puis vint le point de rupture, 5 incendies en 6 mois. Le schéma était trop évident. À l'arrivée des agents fédéraux, Brooks fut pris de panique. Il tenta d'intimider Daniel, tout comme ils avaient réduit au silence les dirigeants de la communauté. Le FBI a rassemblé des preuves accablantes, relevés bancaires, transferts immobiliers, messages cryptés. Daniel a déclaré « On les tient ». Les chefs d'accusation comprenaient racket, violation des droits civiques, incendie criminel, extorsion et attentat à la bombe contre les bureaux du FBI. Tommy Richard s'est transformé en informateur pour éviter la prison à vie. Michael a ressenti à la fois du soulagement et de la tristesse, soulagement de voir la justice progresser, tristesse face au niveau de corruption au sein de son service. Une opération de surveillance nocturne visant à attraper les conspirateurs a mal tourné. La police est intervenue, non pas pour arrêter les criminels, mais pour cibler les agents du FBI. Quelqu'un avait divulgué les données de surveillance. Daniel a réalisé que les agents corrompus avaient encore des alliés qui leur fournissaient des informations. L'opération fut compromise. Haye et Stone s'échappèrent. Michael confronta le sergent Reynolds, qui affirmait que Brooks avait ordonné le raid. Mais Brooks fut suspendu. Daniel le savait. La conspiration était toujours protégée au sein du département. La procureure fédérale Rachel Morrison est arrivée de Washington. Elle a retiré la police locale de l'affaire, invoquant de trop nombreuses fuites. Le FBI a établi un centre de commandement sécurisé à 50 km d'Atlanta. Morrison a confirmé, il s'agit désormais d'une enquête sur le crime organisé. Ils ont découvert des fraudes immobilières similaires dans 6 villes de Géorgie, impliquant 12 services de police. L'ancien chef avait contribué à établir ce réseau à l'échelle de l'État. Morrison avait suffisamment d'informations pour inculper 15 personnes au niveau fédéral. Les dossiers du personnel ont révélé que près de 40 agents avaient reçu des paiements suspects. Certains étaient peut-être innocents, mais la plupart ne l'étaient pas. Ceux qui ont coopéré ont été condamnés à des peines plus légères. D'autres ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Morrison a promis, nous démantèlerons ce réseau, mais cela prendra des mois. Daniel était soulagé, bien que conscient des dommages causés à la confiance du public. Les audiences du grand jury fédéral avaient enfin commencé. Daniel et Michael furent parmi les premiers à témoigner. Brooks, l'agent A, ainsi que plusieurs responsables immobiliers furent rapidement inculpés. Brooks se vit accusé de 8 chefs d'inculpation. Quant à A, il en affrontait 14, dont celui, lourd de conséquences, de chef d'organisation criminelle. 6 mois plus tard, le procès s'ouvrit dans une atmosphère tendue. Le juge Harrison présidait la salle, imposant et vigilant. Dès les premières minutes, la plaidoirie d'ouverture de Morrison frappa fort, percutante, sans détour. Ses officiers ont trahi leur serment. Ils ont servi la cupidité, pas la justice. Les avocats de la défense, eux, se défaussèrent. Certains prétendirent n'avoir rien su, d'autres affirmèrent n'avoir fait qu'obéir aux ordres, et plusieurs se mirent à s'accuser mutuellement. Mais les preuves
solide et implacable, rendait toute manœuvre inutile. Daniel, droit et ferme, raconta en détail comment Brox avait pointé une arme sur lui. Michael, lui, dévoila la destruction volontaire de preuves, les manipulations, les silences orchestrés. Puis vint le témoignage de Tommy Richard. Une véritable onde de choc. Il déclara, à la stupéfaction générale, avoir reçu l'ordre explicite de menacer des agents fédéraux. 1. Les anciens alliés de Brox défilèrent à la barre, se retournant contre lui. Après 6 heures de délibération intense, le jury rendit son verdict. Tous les principaux accusés furent déclarés coupables. Brox fut condamné à 10 ans de prison. Pour sa part, écopa de 15 ans. Les promoteurs immobiliers furent condamnés à des peines allant de 5 à 10 ans. Mais la justice ne suffit pas toujours à guérir. Rétablir la confiance prendrait bien plus de temps. 2 ans passèrent. Et peu à peu, les effets se firent sentir. La police d'Atlanta fut placée sous surveillance fédérale. Les incidents impliquant un usage abusif de la force chutèrent de 60%. Michael, toujours en poste, resta chef. Jour après jour, il s'efforçait de reconstruire l'intégrité perdue. Daniel, quant à lui, gravit un nouvel échelon. Il fut nommé directeur adjoint de la division des droits civiques du FBI. Sa fille, Zoé, désormais en 3e année de droit, rêvait elle aussi de devenir avocate. Spécialisée dans les droits civiques. « Papa, tu m'as montré qu'une seule personne peut faire la différence », lui confia-t-elle, les yeux pleins de feu. L'église Williams, reconstruite, était devenue bien plus qu'un lieu de culte. Elle accueillait désormais un centre communautaire, offrant aide juridique et programmes pour les jeunes. Les victimes, elles aussi, commencèrent à retrouver espoir. Nombre d'entre elles purent récupérer leurs biens ou même racheter leur maison, longtemps perdue. Le journaliste Marcus Thompson, grâce à son travail acharné et ses révélations, reçut le prestigieux prix Pulitzer. Daniel et Michael, complices de toujours, avaient gardé l'habitude de se retrouver chaque mois autour d'un café. Pour refaire le monde. Et si Brox n'avait jamais sorti son arme ce jour-là, demanda un jour Michael, pensif. Daniel sourit doucement. La corruption aurait continué, sans doute. Peut-être que son erreur a marqué le début de quelque chose de meilleur. Car leur histoire, au fond, prouvait une chose essentielle, l'intégrité et l'amitié, lorsqu'elles s'allient, peuvent briser même les murs les plus épais de la corruption. À condition que des hommes, un jour, aient le courage de se lever pour la justice.